Paul Sécure, épisode spécial. Je suis avec Davy. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Écoute, on est de retour, une fois de plus. Une fois de plus, oui. Puis de toute façon, on s'est inventé plein de sujets en pre-show encore. Donc, on a encore plein de choses on va revenir avec plein d'autres sujets. Oui, ça, c'est toujours l'idée ne fait que s'augmenter. On a toujours des nouveaux. Oui, les idées ne font qu'émerger. Aujourd'hui, on va aborder l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Les gens ont acheté l'idée, se sont fait aveugler essentiellement par le ChatGPT, tout ce que ça comporte là, du Generative AI maintenant. Ça existait avant. Il y a des définitions, une compréhension qu'on doit avoir de ces éléments-là justement pour savoir ce que ça peut apporter, l'éthique associée à ce genre de choses-là et comment tout ça fonctionne. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Très bien. Bah oui, effectivement, comme tu dis, on baigne là-dedans. Nous, on a des métiers dans l'informatique en général. Donc, alors, sécurité, FinOps, cloud, etc. On accompagne les entreprises. On fait ça depuis quelques années maintenant. On baigne là-dedans. Et on voit bien que d'année en année, de décennie en décennie, il y a des grandes révolutions informatiques. Et celle du moment, effectivement, c'est les intelligences artificielles qui, dans l'absolu, n'ont pas grand-chose de neuf puisque le concept est né il y a presque, alors on est en 2024, il y a presque un siècle. Il y a presque 100 ans que c'est né comme concept, de façon théorique. Mais on voit qu'aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose de plus concret. Et comme tu dis, ChatGPT fait partie de ces exemples qui ont mis en lumière l'apparition et la mise dans les mains des êtres humains les plus communs d'outils informatiques d'intelligence artificielle. Jusqu'ici, l'IA s'était réduit à soit des champs de recherche, soit des métiers spécialisés. Et là, on se retrouve avec un outil grand public qui met à portée de main et on comprend qu'il est en train de se passer quelque chose. Le souci que nous, on a à chaque fois quand il se passe ce genre de choses, c'est de clarifier, de démystifier, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de bruit autour de ça. C'est un sujet qui revient beaucoup, souvent, mais finalement, quand tu regardes, si tu prends une dizaine de personnes autour de toi, il y en a 9 sur 10 qui disent, en fait, tu sais quoi, je comprends rien du tout. Je sais pas ce que c'est. Je vois bien ce que ça peut faire de la musique, ça peut faire des images, mais je vois pas en fait pourquoi ça fait autant de foin, je vois pas pourquoi, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour moi personnellement ou dans mon travail, pour les entreprises, pour les gouvernements. Il y a plein d'enjeux. Alors, notre première démarche, elle va être bien sûr de clarifier, de démystifier, de définir qu'est-ce que c'est qu'une IA, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le champ de l'IA, il y a les machine learning, le deep learning, on va parler un petit peu de ces notions-là. On va essayer toujours de rester en surface, c'est-à-dire de rester dans le peu technique volontairement pour être le plus généraliste possible, en espérant que ça parle au plus d'entre vous. On vous invite évidemment toujours à venir nous voir, poser des questions, savoir si les sujets que vous avez compris ou non, si les sujets qu'on pourrait refaire par derrière. On viendra aussi parler dans des futurs sujets des dérives des IA, des risques que ça peut apporter, de la gestion, de l'impact à l'échelle humaine, politique, sur l'information, sur les attaques cyber, sur le développement, parce qu'en fait, tout ça, ça va avoir un impact. Et on va déjà commencer par poser les prérequis, donc savoir qu'est-ce que c'est qu'une IA. Donc, une IA, c'est une intelligence artificielle. C'est un terme un petit peu galvaudé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est né de l'idée que le rêve de l'humain, de tout temps, c'est de créer des automates qui ressemblent à l'humain. C'est Prométhée, c'est amener la connaissance et l'humanité dans des machines. On a fait des automates à la fin du 19e, des machines robots avec des mécanismes qui tournaient tout seuls. Ça a impressionné tout le monde. Ça faisait un point pas possible. Cet automatisme, il a donné après l'industrialisation, puisque dans l'industrialisation, on a automatisé des tâches humaines là aussi, soit par les humains, soit par les machines. On a la robotisation, elle est pas neuve. La robotisation, moi je me souviens d'images quand j'étais gamin dans les années 80, on voyait des images de chez Toyota ou Nissan au Japon qui avaient automatisé, robotisé beaucoup de tâches. Et là, on est à un niveau où on l'a fait, donc non plus au niveau mécanique, matériel, mais on l'a fait avec les moyens informatiques. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait aux IA d'aujourd'hui? Pourquoi ça vient aujourd'hui? Tout simplement parce que d'une part, il y a le champ de recherche qui est arrivé à une certaine maturité, c'est vrai, il y a eu beaucoup de travaux faits dessus. Et d'autre part, les moyens informatiques sont arrivés à maturité pour pouvoir héberger ces puissances de calcul monstrueuses, parce qu'il faut être honnête, ça demande beaucoup de travail. Alors, on va revenir d'abord sur une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une application? Parce qu'on pourrait dire, une IA, c'est juste une application. Non, il y a une différence. Une application, c'est finalement une routine prédéfinie à l'avance, contextualisée, qui fait qu'un truc. Souvent, quand on fait du développement applicatif, les premières fois qu'on touche à du code applicatif, on apprend à faire une calculatrice. C'est-à-dire, je dois donner une valeur, je dois donner un opérande, puis une autre valeur, et je donne le résultat.
Comment fonctionne une application de calculatrice? Une application de calculatrice, c'est dans un langage informatique, on a préparé tous les cas possibles. Simplement, on a écrit tous les comportements possibles de tous les calculs possibles. Je peux faire ça, je peux mettre tel chiffre qui va de telle valeur à telle valeur, je peux mettre tel type d'opération, je peux mettre tel chiffre qui va de telle valeur à telle valeur, et ça peut donner tel résultat. Si vous écrivez une calculatrice dans laquelle vous faites juste des calculs numériques et non des équations avec des lettres, si vous rentrez une lettre, elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas s'adapter. D'accord? Une application de calculatrice, elle vous envoie un message d'erreur, dit non, je peux pas. Ça, je sais pas faire. Et c'est pas, elle analyse, elle dit juste l'input, le point d'entrée, inconnu au bataillon. Donc une application, c'est quelque chose qu'on a codé pour faire quelque chose de très précis. Et la richesse d'une application, finalement, vient de la complexité de toutes les interactions possibles qu'on peut développer. Mais développer une application, à proprement dit, ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ont pris un langage informatique de leur prédilection, qui ont pensé à toutes les actions qu'ils veulent faire et qui ont modélisé ça dans ce langage informatique et qui l'ont donné aux autres. Soit sous forme d'application qu'on peut installer localement chez soi, soit sous forme de service qu'on peut consommer à distance, comme du cloud. Okay. Mais une application ne sait rien faire d'autre que ce qu'on lui a donné. Si demain vous voulez que cette application de calculatrice elle sache faire des équations, il faudra rentrer le champ de dire je peux mettre des inconnus sous forme de lettres. Si vous mettez A, B, C, il sait faire. Si vous écrivez le mot voiture, l'application ne sait pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot voiture, en tant qu'être humain, nous, on a l'habitude de lire les lettres et que ça fasse des mots et des concepts. Une application, elle lit le symbole que vous lui donnez. Si vous en mettez plusieurs à côté, elle n'a pas l'idée, parce qu'elle ne réfléchit pas à l'interprétation qu'elle peut en faire. Et c'est là la frustration qu'on a depuis longtemps, c'est qu'une application, finalement, ce n'est qu'un automate. C'est juste une calculette plus ou moins améliorée qui va faire des trucs prévus à l'avance. Et c'est pour ça qu'on développe des nouvelles versions d'applications régulièrement, c'est pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou pour corriger celles qui existaient et les améliorer. Le fantasme de l'être humain, c'est de mettre au point des applications qui aient l'intelligence de notre cerveau. Le problème, c'est que le cerveau humain, premier point, on le comprend pas bien aujourd'hui. On a beau progresser, ça fait des années qu'on étudie ça, on a de l'imagerie, on fait des tests, etc. Et on s'aperçoit qu'on ne comprend toujours qu'un pourcentage minime de notre fonctionnement cérébral. Au point, aujourd'hui, vous avez des équipes scientifiques qui étudient la neurologie qui vous disent, en fait, on pense qu'on s'est trompé sur le modèle qu'on utilise depuis des décennies. Peut-être que le cerveau est beaucoup moins profond qu'on le pensait, il est plus en surface. Enfin, en fait, ça reste vraiment très inconnu. Vous regardez un être humain, vous lui donnez un contexte, par exemple, complexe à identifier, l'être humain, en une fraction de seconde, est capable de prendre tous les éléments du contexte, de les sous-peser, de les comparer, de les associer et de prendre une décision rationnelle. Ça, aujourd'hui, on est jaloux de cette capacité parce que l'informatique n'est pas capable de le faire. On va dire, oui, mais les IA, elles savent faire ça. Alors, pas tout à fait. Les IA savent faire semblant de faire des trucs qui ressemblent au cerveau. Et c'est là, en fait, où on se fait avoir. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. Le mot artificiel est réel, le mot intelligence ne l'est pas. L'intelligence, c'est la capacité à, justement, savoir sortir d'un contexte pour prendre en compte ce qui est variable, ce qui est inconnu, pour s'y adapter. Ce qu'on apprend à faire très tôt, d'abord parce qu'on a un instinct animal qui nous apprend des choses, et très très petit, même quand vous n'avez pas encore de langage développé, vous savez déjà potentiellement qu'une douleur, ça s'interprète et il faut s'enlever, qu'un danger, ça fait peur et que ça nécessite de s'en écarter. Vous voyez, une IA ne sait pas faire ça, veut pas. L'IA fait la commande pour lancer 3 missiles nucléaires, elle comprend pas les conséquences. Hein. Je fais la commande, elle est bête et méchante. Hein. Ouais, puis c'est ça, c'est un des éléments qui est important, qu'il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle parce que les gens se laissent impressionner par les capacités de ce qui est exécuté par l'intelligence artificielle. Mais parce que c'est formidablement surprenant, effectivement, et c'est très impressionnant le niveau qu'on arrive à aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. C'est parce que ça imite l'humain, mais ce n'est pas l'humain. Et là, la différence, puis il y a même eu un cas d'un ingénieur chez Google qui s'est laissé emporter par la situation à croire que l'intelligence artificielle était vivante et avait le goût de vivre, ce qui est complètement faux, ça, parce que ce n'est qu'une imitation. Puis c'est là où la nuance est très importante et où ça nous sépare entre la machine et nous. La machine ne fait qu'imiter ce qu'on est. Et elle se base sur nous pour nous imiter, parce qu'on l'a créé pour nous imiter. Et là vient créer l'illusion parfaite dans laquelle l'esprit humain à l'heure actuelle n'est pas capable de distinguer cette imitation, qui est très bonne,
du réel, de ce que c'est d'être un humain ou l'humanité de ça, ou la conscience, ou tous ces éléments-là. Et on a un test connu pour ça, pour valider la qualité d'une IA, c'est ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing consiste à faire un examen de questionner une IA, et si la personne qui questionne l'IA est persuadée d'avoir un être humain qui lui répond en face, c'est que l'IA est validée comme étant une bonne IA. Ça s'est vu avec des présentations il y a 2-3 ans de Google qui faisaient qu'une personne appelait un salon de coiffure pour prendre rendez-vous, et à aucun moment la personne ne réalise que la voix qui lui parle est un bot. C'est-à-dire que on a une partie de l'IA qui est capable de capter la voix de la personne, d'analyser les mots, de les reconnaître et de les transformer en texte pour analyser ensuite la syntaxe. Puis ensuite, elle a des réponses préfaites qui sont ensuite retransmises par un autre IA qui est la verbalisation, qui va redonner avec une voix synthétique mais à peine identifiable que elle va lui parler. Et elle va pouvoir poser des questions qui ont été prédéfinies dans le contexte de la prise d'un rendez-vous, par exemple, chez un coiffeur. Donc, comme tu dis, l'illusion est parfaite dans le sens où dans cette relation-là où je prends rendez-vous chez un coiffeur, il y a un certain nombre de questions que je peux poser, de sujets qui peuvent arriver. Et donc, il est facile pour une IA d'avoir en fait un champ de prédiction des discours à avoir ici et des possibilités qui est assez précis. Et donc, finalement, l'IA, effectivement, imite le comportement cérébral. Et d'ailleurs, quand on regarde les modèles d'apprentissage, c'est souvent le modèle qu'on reprend. C'est-à-dire, on parle de systèmes à neurones profonds. Dans le deep learning, c'est des systèmes à neurones profonds. Donc, on a vraiment une analogie. Si c'était qu'on s'aperçoit, on le dit, que cette analogie, elle est peut-être pas justifiée, elle est peut-être pas juste, en tout cas, parce que le modèle que l'on a de notre conception du cerveau est peut-être même erroné lui-même. Donc, on est en train de fabriquer, effectivement. Alors, petite analogie qui est drôle, c'est quelque chose qui existe entre l'humain et les machines depuis longtemps. Pour les processeurs, on parle de cœur, on parle de mémoire, qui sont des notions purement humaines initialement, qui sont purement animales. C'est pas la machine n'a pas de cœur, d'accord. Donc c'est intéressant qu'on ait depuis longtemps, pensé ces modèles-là. Et d'ailleurs, ça s'est vu aussi au niveau de la science-fiction aussi. On a cette projection de matériel qui s'intégrerait à l'humain. On travaille sur des idées de faire des communications biologiques entre la machine et l'homme depuis des années. Vous avez alors des cinéastes comme David Cronenberg qui a fait toute sa carrière là-dessus, sur le mélange entre la machine et l'homme. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a des programmes qui se sont arrêtés de mariage entre la machine et l'homme parce que ils se sont aperçus que le téléphone portable faisait très bien les choses et que l'humain s'en servait comme s'il fusionnait avec la machine sans avoir à le faire physiquement. Okay. On sait bien que Elon Musk est en train de partir sur des délires d'implanter des puces dans les gens, mais ça, c'est encore un autre délire. Mais ce serait un autre sujet, c'est une autre discussion pour aller là-dessus sur la cybernétique. Ce qui est intéressant, en fait, ces modèles de représentation de j'ai une situation, j'ai des choix à dérouler, vous les connaissez souvent déjà. Si vous avez vu Terminator, dans Terminator, à un moment donné, il est dans une chambre d'hôtel, on vient lui parler et on voit dans le menu, on est dans la vue du Terminator et on voit le menu dérouler. Et plus récemment, si vous avez vu Westworld, dans Westworld, quand on les voit analyser le comportement des robots, on les voit sur leur tablette, on voit la chaîne logique, vous voyez, un point d'entrée qui ouvre tant de points de sortie avec la phrase logique est ici. Et comme tu dis, ce qu'on arrivait à faire, qui a nécessité aujourd'hui beaucoup de puissance de calcul, c'est être capable de faire beaucoup de variations de chemins possibles. Parce que si c'est juste oui ou non, etc., on s'aperçoit que vite on arrive à saturation, on arrive vite à comprendre que ce qui est en face c'est pas raisonnable et pas un être qui raisonne, mais simplement en fait une suite logique de 0 et de 1. Là, on arrive aujourd'hui, c'est qu'on a des IA qui ont des variabilités à des millions de points de variabilité. C'est-à-dire d'éléments sur lesquels on pourrait changer le poids de ces éléments pour changer l'orientation. Ce que fait l'être humain. Vous êtes au volant de votre voiture, vous arrivez un peu trop vite à un endroit, il y a quelqu'un qui traverse la route devant vous. Vous avez le choix entre écraser la personne ou renverser une poubelle. Vous allez en fait faire le choix d'écraser la poubelle. Ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous avez fait ce choix-là en une fraction de seconde. C'est là où je dis la technologie est jalouse de l'humain parce que l'humain est capable de sous-peser toutes les questions en même temps en très très rapidement. C'est ça qui fait l'intelligence d'un être humain. C'est cette capacité qu'il a appris au fur et à mesure de sa vie à être capable de prendre plein d'éléments ensemble sur des sujets très variés et de pouvoir sous-peser tous ces éléments-là. C'est pas juste 0 ou 1. Quand vous faites un choix, par exemple, de carrière, il y a des choses qui ont des poids plus ou moins relatifs. C'est-à-dire que si je mets un accent sur cet élément-là, je vais lui donner un poids plus important. Et pour une autre personne, ce poids-là sera plus léger, il sera plus accentué sur un autre. Et c'est ce qu'on fait avec les IA. Parce que finalement, une appli, c'est
on t'a dit c'est comme ça que tu marches, il n'y a pas d'idée de poids, ou alors c'est que je l'ai déjà prédéfini, c'est cadré. Une IA, on lui attend la capacité d'être peut-être capable de comprendre, de détecter cette logique de poids. Mais ce qui n'est pas vrai non plus. Puisque ça, ce qu'on vous dit pas, c'est que quand on fait de l'apprentissage, on génère ce qu'on appelle donc un algorithme. Un algorithme, c'est un raisonnement logique qu'on peut écrire, qu'on peut revoir, mais qui est précisé à l'avance et qui ne souffre d'aucune, improvisation. Tout est cadré. Même si ça donne la sensation d'être capable de s'adapter, d'improviser, en fait, tout est déjà prédéfini. L'aléatoire n'existe pas en informatique. C'est faux, hein. Le concept d'aléatoire n'existe pas en informatique puisque il n'est pas modélisable. Le principe de l'aléatoire, c'est qu'il n'est pas prédictif et l'informatique ne sait faire que les enchaînements de 0 et de 1 prévus à l'avance. Donc une IA vous donne l'illusion d'une certaine maniabilité. Mais quand on fait des apprentissages renforcés, on joue avec les poids. C'est nous qui définissons quel poids on donne à telle information ou telle information qui va faire que le comportement de l'IA va aller dans ses réponses vers tel ou tel résultat. Et donc, une IA, c'est quelque chose, c'est une espèce de mécanisme informatique, c'est comme une application un peu améliorée, à qui on va dire, au lieu de te dire exactement ce que tu dois faire, je vais te donner des informations, des données, et je vais te proposer par un modèle d'apprentissage, c'est-à-dire d'observation, de oui, de non, etc., binaire, d'aller engranger une connaissance du mécanisme. C'est un peu comme si vous disiez une application de jeu d'échecs, c'est vous programmer toutes les parties possibles avec les règles et vous lui expliquez. Une IA de jeu d'échecs, vous allez lui faire jouer en lui expliquant les règles et elle va s'améliorer au fur et à mesure où elle découvre les règles, elle va apprendre des parties précédentes. En fait, elle va emmagasiner des déductions, des apprentissages enregistrés de ce qu'elle a vécu. Et la différence entre une IA en machine learning, donc l'IA c'est un champ global, le machine learning c'est un sous-champ. Le machine learning c'est quand on fait cet apprentissage, c'est-à-dire qu'on lui explique ce qu'il doit apprendre et on lui montre comment l'apprendre avec plein d'exemples. Plus on montre comment on apprend, plus on affine. Et le deep learning, c'est une IA à qui on dirait, voilà un jeu d'échecs, démerde-toi. Et au fur et à mesure des parties, on lui dit, non, c'est pas bon, ça c'est bon. Donc là, c'est plutôt positif-négatif, c'est renforcement positif-négatif. Et donc, c'est l'IA qui va construire elle-même sa propre conception. Okay. L'autre différence entre le machine learning et le deep learning, c'est que le deep learning demande en général un 0 de plus au budget. C'est beaucoup d'apprentissage. Par contre, ça peut nous donner des résultats qui sont des fois assez surprenants. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, une IA en deep learning, on pourrait l'alimenter d'une donnée dont nous-mêmes, êtres humains, on ne sait pas trop quoi faire, et découler de ça une logique d'apprentissage et des informations que l'humain n'aurait pas pensé à aller voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IA a beaucoup d'intérêt. Alors là, je ne parle pas des IA génératives, je parle d'IA justement d'analyse. Et ces IA d'analyse ont cette force-là. C'est-à-dire qu'une entreprise pourrait très bien dire, moi, écoute, ça fait 30 ans qu'on existe. Voilà ce qu'on a fait depuis 30 ans. Et je pense qu'en fait, en 30 ans, il y a des trucs qu'on n'a pas compris dans notre business. Il y a des trucs qu'on fait peut-être pas bien, mais tu sais quoi? Aujourd'hui, on n'a pas la vision, on n'a pas l'intelligence pour comprendre ça. Et donc, l'IA amène ce potentiel, l'idée que on pourra avoir un outil capable de manger, d'absorber nos données et d'en découvrir des patterns identifiables, reconnaissables, qui peuvent nous permettre d'apprendre des choses. De ce point de vue-là, évidemment, il y a personne pour dire c'est de la merde. Au contraire, ça a l'air franchement génial. Et comme tu disais, et c'est vrai, moi le premier, je suis bluffé par ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est quand même assez surprenant. C'est vrai que c'est impressionnant, même quand on est dans ces métiers-là. Je vous avoue qu'on trouve des trucs assez surprenants et la progression à laquelle ça avance est tout aussi surprenante. Mais elle devrait être aussi tout aussi inquiétante. Donc, on vient de comprendre que finalement, une IA, elle fait quoi? Elle apprend de ce qu'on lui donne. Et c'est aujourd'hui un gros sujet. Vous allez me dire, oui, mais un être humain, il apprend de ce qu'on lui donne aussi. Alors, oui, il y a un point commun, c'est vrai. On apprend de ce qu'on vit. Et on n'est pas neutre. C'est-à-dire que si demain vous vendez à d'autres le service de fabriquer, de dessiner des images, des logos, des illustrations pour d'autres, vous avez appris à vous servir de vos outils. Vous avez appris certains courants, par exemple artistiques. Vous avez appris à utiliser certaines technologies. Et vous êtes capable de produire ce qu'on vous demande. Et donc on pourrait dire, une IA générative qui fait des images, elle fait la même chose. Dans l'absolu, dans les deux cas, on produit des illustrations, des demandes qui correspondent, des dessins, des illustrations qui correspondent à des demandes de personnes qu'on a traduit donc en moyens donc techniques, en pratique. La seule différence qu'on oublie, c'est que un être humain, il ne produit pas un dessin dans l'absolu,
suite à une demande, il produit face à sa capacité de comprendre ce qui lui est demandé et il apporte un facteur que l'IA ne possède pas, qui est l'identité. Une IA n'a aucune identité. Il n'y a qu'un être humain qui sait faire des dessins, quand vous lui parlez de raconter sa vie et ce qu'il pense du monde, il a un point de vue qui va avoir un impact sur sa capacité à dessiner, à s'orienter sur telle ou telle illustration. Ce que je suis en train de vous dire, messieurs, dames, vous l'avez vous aussi. Quand vous arrivez, vous dites, moi je suis comptable, dans votre façon de voir la comptabilité, votre responsabilité dans votre entreprise, il y a une partie de vous, de votre personnalité, qui vient là impacter la façon dont vous travaillez, dont vous interagissez avec les autres humains, dont vous faites le choix, par exemple, de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Peut-être que vous avez refusé un poste dans une entreprise que vous n'aimez pas. Peut-être qu'il y a des valeurs que vous n'acceptez pas, qui vont faire que vous n'allez pas faire le travail de la même façon qu'un autre. Et ça, ce facteur-là, il est inimitable puisque c'est le vécu d'un être humain. C'est votre enfance, c'est vos traumas, c'est vos plaisirs, c'est vos souvenirs qui vous ont orienté, c'est vos émotions. Une IA n'a aucune émotion. Comme tu disais tout à l'heure, on a eu des illusions d'émotions. Il y a d'ailleurs un super film là-dessus qui est magnifique. Je vérifie. Puis justement, un des points intéressants par rapport à ça, puis tu soulèves, c'est que la machine ne crée pas. L'humain crée. La créativité, tout ce qu'on amène dans cet univers-là est propre à l'humain. Puis de façon personnellement, je ne vois pas le moment où l'intelligence artificielle va créer au sens humain, c'est-à-dire qu'il met sa couleur personnelle, son cheminement, tout ce qui fait de son chemin, sa caractéristique personnelle n'existe pas en intelligence artificielle. Il n'existera probablement jamais parce qu'elle n'est pas influencée par des facteurs environnementaux, familiaux, sociétaux, peu importe ce qui se passe. Et ce qui fait justement tout le volet très intéressant des grands artistes qu'on a connus à travers le temps, c'est que c'est une expression de souffrance, notamment de souffrance personnelle, qui s'exprime à travers de l'art, que ce soit des sculptures, des peintures, des livres, et ainsi de suite. Donc, tout cet élément-là arrive d'une origine, d'un vécu. Et l'intelligence artificielle n'a pas de vécu, elle ne fait juste qu'apprendre bêtement ce qu'on lui met en pleine face. Et comme tu l'expliques bien, c'est des poids. Fait que ces poids-là influencent. Et à certains égards, ça ressemble un peu comme l'humain fonctionne, mais on a un mal de ventre parce qu'on a trop bu la veille. Ben, la machine ne vivra jamais le mal de ventre, mais nous, on va composer des chansons qui parlent du lendemain de veille, justement, parce qu'on a trop bu la veille, ou des peines d'amour, des éléments comme ça qui amènent justement cette émotion-là. Il y a énormément d'artistes qui vivent dans ces éléments-là ou dans ces phases-là. Et c'est ça qui amène la couleur et la créativité dans nos sociétés, qui, pour moi, en tout cas, bref, je me répète, n'arrivera pas dans les machines. Oui. Et l'humain crée, comme tu dis, de son vécu. Et c'est-à-dire qu'on alimente de ce qu'on sait faire. Donc, il y a un point de vue. On pourrait dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai étudié la musique pendant des années, j'ai fait de la musicologie. Quand tu regardes les titres des Beatles, etc., en fait, il y a des patterns qui se répètent. Quand tu regardes les titres d'Oasis à l'époque, bah, tu t'aperçois que c'est les mêmes qui se répètent. Moi, je peux produire demain de la musique, en fait, très précadrée. Et ça existe, en fait. Dans l'industrie de la musique, il y a des faiseurs de chansons comme ça, très connus, qui appliquent des méthodes. Ces méthodes-là, aujourd'hui, une IA peut exactement les reprendre et c'est ce qu'on fait. Donc là, on voit bien que l'apport de l'humain, du point de vue purement technique, du savoir-faire, puisqu'on applique juste une méthode finalement qu'on peut former comme un algorithme logique, eh ben une IA peut le refaire. Si votre travail consiste aujourd'hui, si votre plus-value dans un métier consiste à connaître ces recettes et les appliquer, aujourd'hui, effectivement, votre métier est en danger puisqu'une IA peut faire exactement la même chose. Et comme tu dis, il y a un facteur imprévisible, c'est le facteur chaos. Le facteur chaos, l'aléatoire, l'émotion, l'IA ne sait pas le faire, on est incapable. On peut nous vendre l'idée que ça pourrait arriver un jour, j'attends de voir comment. Il faudrait déjà que on puisse nous-mêmes décrire ce que c'est une émotion, comment ça naît, pourquoi ça naît. Ce qui est très compliqué déjà. Ouais, ça, de un, puis tu as tout l'autre volet, la conscience, qui, à ce stade-ci, n'est pas bien compris chez l'humain. Qu'est-ce que la conscience et le fait de comment tout ça existe dans notre cerveau est non maîtrisé. Et ça aussi, ça nous fait qu'on est des humains, c'est qu'on a une conscience. La machine, à ce stade, du moins tant qu'on n'aura pas compris comment celle-ci existe dans l'esprit humain, on ne pourra pas la répéter dans la machine. Donc, on peut pas prédire dans un avenir. J'ai l'impression de mon vivant, je ne verrai jamais une machine qui va avoir une conscience ou qui va avoir une drive qui va la mesurer, mais en même temps, je peux me faire contredire. Je t'avoue que même si on me présentait une IA où on me dit elle est consciente,
vu ce que je sais des IA aujourd'hui, pour moi, ce serait juste une IA qui fait très bien semblant, par le mimétisme des discours humains, d'avoir une conscience. Donc en fait, ce serait un logiciel de discussion très élaboré, mais qui n'a pas de notion de conscience. Donc le moment où sera Blade Runner avec les robots qui ont conscience d'eux-mêmes, on n'y est pas encore. Peut-être, hein, peut-être qu'on sonde, peut-être que ça arrivera, mais j'aurais toujours la sensation qu'en fait, ça. Alors, je repensais au film qui s'appelle Ex Machina, qui est un film magnifique là-dessus, où on a un robot qui semble tomber amoureux d'un personnage. Alors, je vais pas spoiler la fin, vous irez voir ce qui se passe, mais ça nous laisse ce doute sur le fait que peut-être le robot fait juste semblant pour manipuler l'humain pour arriver à terme. Okay. Qu'est-ce qui fera que peut-être que le robot développera une conscience de gros con. C'est possible. Quand on regarde aujourd'hui les IA conversationnelles, on a quand même des dérives avec des IA qui deviennent néo-nazis, qui veulent la mort de l'humanité, parce qu'elles reproduisent les modèles qui leur ont été donnés. Alors, je reviens sur un élément. Tu peux prendre un instrument de musique, apprendre à en jouer tout seul et devenir une très grande compositrice ou compositeur de musique sans avoir de notion technique, parce que tu vas mettre de l'émotion, tu vas mettre un apport personnel. Ça, c'est pas imitable avec une IA. Une IA peut ensuite vous piquer votre musique et la recopier les patterns qui feraient l'identité, mais elle sera incapable de changer de carrière comme vous le ferez, de vous réorienter. C'est ce qu'on appelle aussi maintenant dans les entreprises, ça devient à la mode, les mad skills. Donc on a les technical skills, on a les soft skills, les skills humains, et le mad skill, c'est ce qui fait l'identité d'un individu qui sort du lot. Alors, ça nous connaît un peu, on est freelance. En général, on est plutôt tagué avec des mad skills, c'est-à-dire cette conscience du fait que, par exemple, on a souvent des parcours scolaires un peu spécifiques, on n'a pas trop bien rentré dans le cadre, et on n'est pas très malléable, donc l'armée nous aime pas, les gouvernements nous aiment pas trop parce qu'on suit pas trop. Par contre, les entreprises, elles savent comprendre des fois que c'est intéressant d'avoir ce point de vue différent. Et que si j'ai le même point de vue que 200 autres personnes, je suis pas sûr qu'en fait que le point de vue soit intéressant. Donc les mad skills, c'est cette capacité un peu des gens neuroatypiques qui ont de percevoir le monde un peu différemment. C'est ce qu'on appelle donc le facteur chaos aussi, ce qui fait que, comme tu dis, un artiste, finalement, quand vous regardez un artiste qui peint ou qui écrit de la musique ou qui fait des films, on dirait, ouais, tu utilises les mêmes 12 notes que tout le monde, que toute l'histoire de la musique, oui, mais tu vas les réunir ensemble pour créer et mobiliser une émotion qui était propre à toi. Et c'est ce qui fait qu'on renouvelle l'art constamment, c'est par les individus qui le produisent, pas par la répétition de ce qu'on a fait. L'industrie vous nous fait croire qu'il faudrait répéter, donc les IA, c'est génial. Donc on voit bien que les industriels sont séduits par ça, parce qu'il suffirait de répéter le même modèle d'un truc qui a marché jusqu'à l'écœurement. En fait, vous savez, vous le faisiez déjà avant qu'il y ait l'IA existe. Hein. Et ça marche pas trop non plus. Donc ce qui marche, c'est l'identité. C'est le facteur d'identification qui va ramener le lien à l'être humain. Il se passe des choses un peu mystiques qui sont pas des fois explicables rationnellement quand vous êtes touché par une émotion, par un bout de musique ou un film, et que les autres le sont aussi. Il y a une communication. Une IA ne peut absolument pas reproduire ça. Elle va se contenter d'identifier en surface ce qui s'est passé pour essayer de reprendre la même logique, mais elle ne prend pas la profondeur du tout. Elle en est incapable. Donc, quand on parle d'IA générative, alors, je vais citer notre ami Noam Chomsky, le philosophe et politologue, qui dit, on parle pas d'IA générative, on parle de logiciel de plagiat. Et là, on tombe dans le fond de la problématique. Parce que si on peut dire un être humain est très inspiré des autres et ne fait que reproduire les autres, on oublie le facteur de l'individu. Une IA, elle ne fait que reproduire ce qui lui a été demandé, à partir de modèles qu'on lui a donnés. Et là, ça pose un problème pour nous. Et donc ça, c'est le premier problème de l'IA, c'est que tu lui as donné à manger quoi à cette IA? D'abord, est-ce que tu as demandé l'autorisation au fournisseur de la donnée? Alors, une entreprise qui possède ses propres données, puis qui fabrique son outil de machine learning et qui fabrique son propre IA à mesure interne, il n'y a aucun problème de morale et d'éthique ici. À moins que ce soit pour faire des trucs dégueulasses. Mais en soi, la donnée, c'est la vôtre. L'usage, c'est le vôtre. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est votre propriété. C'est un peu comme si vous aviez fait des échantillons de plein de trucs super sympas chez vous et que vous proposez à quelqu'un la possibilité d'avoir un outil qui les arrange automatiquement et vous tirez parti de ce bénéfice-là. Là, il n'y a rien à redire de ce modèle-là. Le problème d'un ChatGPT, d'un Midjourney et tous ces logiciels-là aujourd'hui, de ces IA publics, c'est que je vous laisse aller voir quelles sont les sources. J'ai vu un article ce matin
d'une nana de chez OpenAI qui dit on a une IA qui s'appelle Sora, on est incapable de dire où elle a trouvé ces données. On est incapable de vous dire quelles sont les sources. Donc ça pose un problème d'abord de responsabilité, c'est-à-dire que ces IA pillent littéralement la création humaine. Et donc, on peut regarder ça, ah oui, mais technologiquement c'est génial, ouais, ok. J'ai la sensation qu'on rate un petit côté moral. C'est pas un petit problème de plagier. Si je plagie la musique de quelqu'un d'autre, je vais au tribunal et je perds. C'est normal. Là, on a des IA qui se contentent de recopier, puisque je le rappelle, une IA seule n'existe pas. Il faut qu'elle passe d'abord par un apprentissage, c'est-à-dire qu'elle consomme massivement des exemples pris ailleurs. Donc, si ces exemples pris ailleurs sont des créations humaines, ça veut dire qu'elle prend les exemples pris ailleurs des êtres humains et elle les recopie. Si vous vous mettez à copier la création de quelqu'un d'autre, vous vous retrouvez au tribunal pour plagiat. C'est légal, c'est partout, il n'y a pas un pays où c'est légal. Par contre, quand une IA le fait, on dit « Ah, mais attends, non, il n'y a pas à attendre. » Là, on est sur un aspect moral. Et c'est là où on a un problème. Alors, faut toujours trouver le titre du bouquin. Il y a un bouquin génial qui est sorti là-dessus, qui est sur l'histoire des IA, où l'autrice rappelle que les IA sont faites par des mathématiciens, par des scientifiques, par des techniciens, mais il n'y a pas de philosophe dans le tas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se pose la question de... on comprend le principe, mais et la donnée d'origine, et la propriété, et la suppression des emplois, et le remplacement de l'humain. Enfin, il y a personne qui veut dire, en fait, il faudrait peut-être moraliser. Il y a un film à succès qui est sorti récemment qui s'appelle Oppenheimer, qui rappelle bien justement cette question de si on a une progression scientifique, technologique, est-ce que c'est parce qu'on peut qu'on doit? Et c'est valable sur plein de sujets. Et les IA ne sont pas exempts de ça. C'est un très gros sujet. Donc, quand vous utilisez une IA, quand vous allez faire des images, là, je vois de plus en plus de gens qui font des images, des illustrations sur les réseaux sociaux avec des IA. Alors, vous n'avez pas la sensation de voler qui que ce soit. Et quelque part, vous recopiez le modèle de quelqu'un qui a déjà fait ça. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais moi, j'ai fourni des images sur Internet et j'ai autorisé à les consommer. Ok, vous avez le droit. Peut-être que ça vous empêche pas de produire vos propres outils. Par contre, on comprend bien que l'IA peut vous concurrencer sur certains sujets. Et donc là, on dit, il y a une discussion à avoir. Parce que si l'IA me prend une partie de mon boulot, comment moi je fais pour continuer à exercer? Et donc, ce que j'ai alimenté peut être pillé, et puis en fait, on me dégage. Donc, comment je fais pour exister? Puis moi, c'est la notion d'apprentissage, puis je vais rebondir là-dessus. Puis j'ai peut-être un point de vue un peu moins arrêté, mais je suis un peu perplexe parce que l'humain apprend comme ça. L'humain remixe des choses. Et c'est dans quelle mesure on pourrait donner un parcours scolaire, si on veut, à ces éléments-là, ou un parcours autorisé d'apprentissage. Puis c'est peut-être ça où dans la zone qui est pas claire, parce que l'IA apprend, puis ça, puis dans le fond, c'est l'objectif. L'humain apprend. C'est l'objectif. On a des chemins, des parcours d'apprentissage qui nous sont autorisés. Et une fois qu'on a parcouru ce chemin-là, on est autorisé à utiliser jusqu'à un certain seuil de pas plagier, mais de réutiliser des concepts qui ont été faits. Comme dans le fond, un excellent documentaire américain, c'est Everything is a Remix, c'est que tout est un remix. On fait juste reprendre ce qu'on a et on remixe. Et de baser là-dessus, une fois qu'on a remixé quelque chose, puis ça, je suis d'accord avec ça, dans lequel la création se fait toujours sur la base de ce qui existe avant nous. Et là, c'est de savoir dans quelle mesure on est capable de placer l'intelligence artificielle. Puis là, il n'y a personne qui s'est penché sur la question, puis on y va de façon sauvage à l'heure actuelle. Un peu au Far West américain, là, c'est vraiment sauvage, puis il n'y a pas de règles, puis tout le monde fonce dans tout ce qui bouge. D'arriver avec un parcours peut-être qui va devenir plus normé, qui justement va permettre d'arriver à un usage plus éthique en ce sens-là, puisqu'on va avoir suivi notamment un parcours d'apprentissage de type humain qui va nous permettre d'arriver, OK, il a suivi son parcours de scolaire standard comme un humain. Donc, dès lors, on autorise de façon sociétale l'existence ou le libre de droit, si on veut, de son contenu. L'apprentissage, il est fait aujourd'hui il faut des quantités de données astronomiques. Donc, les fournisseurs d'IA les plus connus se sont basés sur ce qu'on avait de disponible en public. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une ambiguïté. Si vous avez un compte Facebook, vous produisez des images, de fait, il est signé dans les accords d'usage de Facebook. Vous pouvez pas, sinon vous pouvez pas l'utiliser, que vous laissez, en fait, les droits d'usage de Facebook
à ces images. Donc, il se peut que demain, sans que vous en soyez au courant, vous commenciez à alimenter une IA qui pourrait se servir de vos propres créations. Et c'est un gros enjeu qu'on a aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on essaye de réglementer ça. Il commence à y avoir des questions qui se posent là-dessus sur dire, mais il faudrait au moins qu'on puisse, à un moment donné, dire je suis d'accord ou pas d'accord. En France, il y a un journal qui s'appelle Le Monde, qui vient de signer des accords avec ChatGPT et OpenAI pour autoriser à utiliser leur texte pour vérifier la véracité de ce qui est dit. Vous pourrez dire c'est une bonne idée. Ouais, sauf que ça veut dire qu'il n'y a qu'une source de validité. Un journal, c'est un journal informatif et c'est aussi un journal d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des vecteurs, il y a des biais de perception, il y a des biais humains. C'est-à-dire que les humains qui sont dedans, ils sont pas neutres. L'humain neutre, ça n'existe pas, c'est un mythe. Il n'y a pas d'humain neutre. Personne n'est neutre sur la planète. Vous êtes forcément subjectif. Vous êtes lié à votre vécu, votre ressenti, etc. On a tous des modèles de valeurs, de représentation, des tendances politiques, morales, qui font que les choix qu'on fait ne sont pas ceux que les autres feront. Donc quand on dit moi je vais apporter la véracité parce que c'est moi qui porte la vérité, ça fait un peu bizarre de dire c'est moi qui porte la vérité. Ce serait intéressant si on avait d'autres journaux qui n'ont pas les mêmes courants de pensée qui viennent faire la même chose. Mais là pour le coup, ça nous poserait la question de c'est quoi la vérité. Et l'IA a aussi cette capacité aujourd'hui à dire beaucoup de merde. ChatGPT, j'ai des exemples depuis qu'il est sorti toutes les semaines et peu importe la version. Ne me dites pas vous mettez la dernière version. Non, mais peu importe la version, vous pouvez faire le test. J'ai encore entendu hier sur une radio un animateur qui se marrait, qui disait tiens en fait j'ai fait une recherche sur GPT sur les animateurs d'émissions, il paraît qu'il y en a un de nous qui est mort. Donc on a vraiment un truc qui est comme vous disiez, c'est impressionnant, c'est sympathique, c'est surprenant, on dirait que c'est super moderne, mais ça n'est rien d'autre qu'un automate statistique qui, en l'occurrence ici, ne vérifie absolument pas la véracité de ce qu'il dit. Et on entraîne nous vendre ça comme un progrès, une modernité formidable, avec l'idée que ce serait très très qualitatif. Non. C'est fait pour être très quantitatif. Fournir du texte très très rapidement. Et je mets en garde, par exemple, les plus jeunes d'entre nous qui font leurs études, avec la tendance à vouloir faire leurs devoirs à une intelligence artificielle qui, appelons-le, est complètement conne. Donc, méfiez-vous. Là où on pense avoir une facilité à faire générer un truc pour pouvoir gagner des points à ses études, on risque de se retrouver avec soit d'abord quelque chose qui est complètement faux, donc des mauvaises notes, et en plus, je rappelle qu'aujourd'hui, on est en passe, on est capable de dire si c'est généré par une IA ou pas. Et on commence à demander, tu en parlais tout à l'heure, en réglementation, ça fait partie des choses qu'on demande à faire, avoir la capacité de diagnostiquer, d'avoir une espèce de timestamp, de marqueur qui dit c'est généré par une IA. Vous avez aussi, moi j'en fais partie, des gens ou des entreprises qui disent aujourd'hui, nous, on dit qu'on n'utilisera pas d'IA. On voit l'intérêt, on n'est pas contre, on vous dit pas faut le brûler, on dit juste, moi j'en veux pas chez moi. Je ne l'utiliserai pas. Si demain j'ai besoin de faire des illustrations pour un site web, je vais aller voir une illustratrice ou un illustrateur. D'abord plutôt freelance pour les aider, comme moi j'aime les autres freelance, et puis parce que je préfère ce rapport-là. Ce serait facile d'aller dans l'IA faire générer des trucs. D'abord, j'aime pas les esthétiques de l'IA parce qu'elles sont déjà marquées, on les reconnaît, on sait voir tout de suite. Ensuite, elles font des images un peu discutables parfois avec des mains qui ont 80 doigts, par exemple. Et ensuite, il y a une histoire simplement de choix individuels. C'est pas parce que je peux que je vais le faire. Au contraire, je préfère payer quelqu'un. Je ferai peut-être moins d'images, mais au moins je suis plus satisfait. Puis, s'il y a un truc qui me plaît pas dans l'image, je peux discuter et puis essayer d'affiner. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui les IA, il y a les prompts, etc. Bon courage. Ça, c'est un sujet qu'on reviendra probablement qui va revenir assez rapidement. Mais on parlera de la sécurité et des manipulations des IA avec le prompt. Les prompts sont pas sécurisés aujourd'hui. Il y a plein d'exemples de choses qu'on peut faire avec. C'est pas si clair que ça. Et on ne sait pas non plus comment l'IA fait pour générer ces images. Quels sont les biais qui sont apportés là-dedans. Oui, effectivement, il y a ce genre de choses-là. Puis tout ça, c'est volet intéressant parce que j'avais utilisé il y a quand même maintenant quelques années, c'était Jasper, qui était justement un élément comme ça dans mes premières explorations. Et ce que j'ai vu rapidement, c'est que je voyais qu'il avait été entraîné sur des images commerciales parce qu'on avait encore les watermarks qui identifiaient la source de qui c'était iStock, je pense sur lequel il avait puisé. Fait que, vraiment, clairement, là, il y avait eu
quelque chose de non éthique avec cette approche-là, parce qu'effectivement, là, tu l'avais alimenté avec des données clairement protégées et qui auraient dû être justement, n'auraient pas dû se retrouver dans les modèles d'entraînement. Ça avait été ça m'avait un peu achalé, ce genre de choses-là. Puis je vais rebondir aussi sur le volet de qu'est-ce que c'est vraiment et comment on peut le volet, je sais pas éthique, mais en tout cas, bref, comment c'est fait, l'humanité qu'on a là-dedans. Récemment, au moment de l'enregistrement, Google avec Gemini avait essayé de faire ça, une espèce de neutralité, d'essayer d'amener dans sa génération d'images une forme de pluralité, de choses comme ça, puis justement pour rééquilibrer un peu ce qui en sortait. Et ça a été un désastre, puisqu'il sortait des images qui n'avaient plus aucun sens, qui perdaient leur sens historique notamment, parce qu'il avait essayé de raffiner l'algorithme pour arriver avec cet élément-là ou ce rêve de neutralité-là. Et non, dès que on commençait à jouer avec ça, ben ça l'a tout brisé de toute façon, mais de l'autre côté aussi, fait que ça l'a aggravé un problème au lieu de ramener au centre comme ce qui est rêvé par les gens et qui veut qu'on a l'ultime arbitre qui est neutre. On n'est même pas capable encore de le faire avec l'intelligence artificielle. Partons du principe qu'une intelligence artificielle c'est de l'analyse statistique. La statistique a tendance à éliminer les points particuliers pour lisser le plus générique. Donc le risque aussi d'une utilisation massive des IA qui s'auto-alimenteraient entre elles après, par exemple, par projection, j'ai fabriqué des images avec des IA, au bout d'un moment elles vont être utilisées elles-mêmes par d'autres IA, bah, c'est qu'en fait les modèles vont se lisser, tu vas avoir une espèce de polissage des formes, comme l'industrialisation par exemple du cinéma et de la musique l'ont fait ces dernières décennies, hein, où on a des trucs très standardisés où t'as une partie du public, elle dit mais c'est de la merde, en fait, c'est nul, le son, la variété du truc, il n'y a pas d'identité, ça se voit, ça peut séduire une partie, mais pas tout. Et donc le risque aussi des IA, c'est ça, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on va dire ouais ben je remplace tous mes employés par une IA, c'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est de l'IA, sauf que l'IA, ben si déjà je remets pas en cause son algorithme, si je lui fais pas réapprendre, je la fais pas réadapter, je suis pas sûr qu'elle soit pertinente sur le temps. Et puis au bout d'un moment, elle risque effectivement de nous donner le résultat le plus polissé possible. Je suis pas sûr que ce soit là encore le plus pertinent. Donc quand les entreprises peuvent être séduites, pourquoi? Parce qu'elles ont la sensation qu'elles peuvent virer des humains et mettre une IA à la place qui fait le boulot. Est-ce que l'IA va faire bien le boulot? C'est ça le problème. Un être humain, il a l'intelligence de comprendre quand vous lui faites une demande de merde et de le traduire en bonne action. Pourquoi il y a autant d'entreprises dans lesquelles on fait encore beaucoup de trucs à la main, alors qu'on peut les automatiser? En informatique, on est très très concerné par ça. Pourquoi il y a encore plein de trucs? Parce que souvent, le responsable, le gestionnaire qui est en face de nous, bah, il est pas bien malin. Il fait une demande qui n'a ni queue ni tête, et la personne qui est en dessous va avoir l'intelligence de traduire ça dans une vraie demande compréhensible et exécutable. Une IA, demain, si vous lui mettez une demande complètement conne, il vous dira, bah, t'es con, voilà le résultat. Si t'es pas content, bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas là pour discuter, je suis là pour exécuter. Et donc, il y a aussi cette espèce de mythe que l'IA sera capable de tout faire, de s'adapter. Non, les variabilités de la mauvaise demande, l'IA, elle peut pas. Moi, quand quelqu'un me demande un truc qui n'a pas de sens, je suis obligé de lui faire pointer que ça n'a pas de sens pour qu'on puisse faire une demande qui a du sens. L'IA, elle va juste exécuter. Donc, c'est comme si vous aviez un être humain avec qui vous pouvez pas parler, discuter, mais vous lui dites, je fais ça, il fait pas ce que vous voulez, vous vous apercevez pas que ça vient de vous, et vous vous entêtez. Je pense qu'on a aussi des entreprises qui vont faire cette expérience-là, qui vont faire de l'IA partout, et qui vont revenir en arrière très rapidement en disant, bah, en fait, ouais, c'est juste un gros automat statistique, c'est une grosse calculatrice très améliorée pour certains trucs. Oui, puis ça, en ce sens-là, elle est facile. Puis je vais reprendre ton exemple de la main à 80 doigts. Puis l'exemple, celle-là, il est très parlant parce qu'il est visuel. C'est que l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle fait. Et à ce stade-ci, elle ne comprend pas. Que ce soit ChatGPT, que ce soit des images, que ce soit peu importe ce qu'elle fasse, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne fait que imiter stupidement le geste. Nous, comme humains, on comprend pourquoi la main est faite comme ça. On n'a pas besoin d'être un médecin ou pas besoin d'être très spécialisé là-dedans. On comprend le fonctionnement parce qu'il fait partie de nous notamment. Mais comme notre environnement, la pression fait, on comprend notre environnement, on comprend les choses. On finit par comprendre dans un état de je comprends pas comment le cerveau fonctionne, mais on finit par assimiler ça. La machine, à ce stade-ci, n'a pas été capable de comprendre ce qu'elle fait. Et elle ne fait que vomir, comme tu dis, statistiquement, le prochain mot devrait être celui-là ou exactement. La prochaine lettre doit être celle-là. Parce que statistiquement, c'est comme ça. Même si ça fait aucun sens, même si c'est comme ça,
elle ne comprend pas. D'où Non, la fait d'avoir des mains. J'ai des exemples fantastiques d'une main qui tient des doigts. oui. C'est magnifique en termes de choses d'horreur, mais elle comprend pas. Tout ce qui est t-shirt avec des mots, tout ce qui est uniforme de police avec le mot police, vous allez voir que les IA sont incapables de le faire parce qu'en fait, elles, comme tu dis, elles ne comprennent pas ce qu'elles écrivent. Pour un être humain, comme tu dis, un uniforme de police, il y a le mot police sur la casquette ou sur la veste. Ben eux, pour l'IA, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qui doit être normalisé. On va me dire oui, mais l'être humain peut améliorer l'algorithme pour le prendre en compte. Mais allez détecter un champ de texte dans des vêtements. Allez dire que c'est un champ de texte qui doit être normalisé et qui peut écrire tel ou tel truc. C'est pas si évident à faire rentrer en compte. Je sais pas si les gens qui nous écoutent savent comment ils sont générées les images d'une IA. En fait, quand vous faites une image, quand vous dites tiens, par exemple, l'image qui était sortie, c'était le pape en doudoune blanche, hein, avec son grosse veste. Bah, si vous faites pape en doudoune blanche, qu'est-ce qui se passe? L'IA va aller pixel par pixel prendre des exemples d'images de doudoune et de pape et va les construire pixel par pixel avec des algorithmes, un automate qui va venir vérifier régulièrement si c'est bon ou pas. Si c'est à peu près conforme. Si on lui dit il faut une main, il va prendre des images de main et comme tu dis, en fait, le facteur qui est que 5 doigts obligatoirement visible au maximum, il le prend pas du tout en compte. Donc il reproduit, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on voit souvent comment on détecte une image est faite par une IA, donc c'est des facteurs comme les doigts, etc. Ça peut être des torsions du corps aussi bizarres avec des moments où les membres n'ont plus de cohérence. Ça va être des textes effectivement dans les décors, les panneaux, les vêtements qui sont incohérents. Et ça peut être aussi la fusion d'éléments entre eux. Parce que l'IA, elle dit, ben moi j'ai plein de modèles où j'ai fait ça, et au final, elle fait vraiment que reproduire bêtement les exemples sur lesquels elle s'est basée, où on lui a dit dans cet apprentissage, ça c'est une doudoune, elle est blanche, ça c'est le pape. Et voilà comment t'associes les deux. Ce qui nous amène aussi, pour le coup, sur un autre effet. Alors, peut-être qu'on va clôturer là-dessus pour pas entamer les autres sujets. Mais qui alimente ces bases et avec quelles images ou quelles valeurs et ce qu'on appelle le biais. C'est-à-dire que si, ça s'est vu, hein, on sait faire des IA qui ne connaissent pas certaines couleurs. Si vous apprenez à une IA à détecter des vêtements et des couleurs, mais que vous ne lui apprenez jamais à représenter le rouge, vous avez une IA qui est capable d'avoir un spectre de colorométrique dans lequel le rouge n'existe pas. Et donc, elle va vous produire toutes les couleurs sauf le rouge. Vous allez me dire, ouais, bon, bah, c'est pas gênant, c'est qu'une couleur. C'est plus gênant quand c'est une couleur de peau. C'est plus gênant quand c'est une ethnie. C'est plus gênant quand c'est une représentativité d'une minorité. C'est plus gênant quand l'IA ne sert pas à faire des images, mais à définir si vous êtes éligible à un programme, par exemple, d'assurance ou non. Je rappelle que les banques et les assurances sont un des premiers domaines dans lesquels on utilise de l'IA. Dans le médical, on peut dire, tiens, votre profil, il est pas rentable pour l'hôpital, donc on va pas vous soigner. Donc ça veut dire que le point de vue personnel d'un individu qui va avoir un biais sur la façon d'alimenter une IA peut avoir comme effet de répercussion qu'on ne vous donnera pas une assurance qui ne vous permettra pas de vous soigner votre cancer et que vous mourrez plus vite. Vous allez me dire, ouais, je dramatise. Non, je ne dramatise pas tout. Je soulève de façon lucide les liens de corrélation qui sont là. Ces IA ne sont pas gratuites en termes d'effets. Utiliser une IA, ce n'est pas gratuit. Je parle pas juste de voler les illustrations. Là, je parle des résultats attendus et du fait que, mais de quoi a-t-on alimenté cette pseudo-intelligence? Avec quoi on l'a alimenté? Et est-ce que les gens qui ont alimenté se rendent compte que l'humain est biaisé systématiquement? On a forcément un point de vue personnel sur les sujets. On a forcément un biais, même inconscient, dans la façon de mettre en lumière des éléments ou d'autres, de faire des choix. On est tous un peu cons, on est tous un peu racistes, on est tous un peu revanchards, on a tous ces biais-là qu'on n'a pas envie de voir, mais qui nous amènent à penser que ça, c'est plus valorisant que ça. Et donc, ce qui fait que ce qu'on va alimenter comme ressource peut refléter ces points de vue-là. Donc là, on dépasse juste le fait de la propriété intellectuelle, on dit aussi, quel est le degré de justesse de l'IA par rapport à la donnée qui lui a été donnée. Rappelant, comme tu l'as très bien dit, qu'une IA, finalement, est complètement stupide. Elle ne fait que faire ce qu'on lui a dit de faire. Elle ne remet pas en cause son modèle, elle n'a pas de morale, elle n'a pas d'éthique. Elle dit, tu m'as demandé d'analyser, voilà le résultat. Si le résultat impacte la vie d'une personne, elle en a absolument rien à foutre. C'est pour ça que vous avez, par exemple, un énorme challenge aujourd'hui. C'est pour ça que, est-ce qu'on vous entendait beaucoup parler de voitures autonomes ces derniers temps? Non. Vous savez pourquoi? Parce que
il y a un problème dans les IA des voitures autonomes, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de la mort. Une voiture avance, elle est conduite par un automate. Vous avez un passage pour piétons, la voiture va trop vite pour freiner. Il y a une vieille dame, il y a un enfant. Vous écrasez qui? Personne ne veut écrire ça en algorithme. Je vous dis, personne sur la planète ne veut prendre la responsabilité d'écrire ça en algorithme. Et aucun être humain n'a envie de prendre la décision. Par contre, quand vous êtes au volant, vous prenez une décision. Soit de vous tuer vous, soit si vous pouvez pas éviter, d'essayer d'éviter un des deux. Et vous faites une forme de jugement par un coup de volant à gauche ou à droite. Même s'il n'est pas conscient. Même si vous me dites non, mais j'ai pas fait exprès. Non, vous n'avez pas fait exprès. Mais vous avez dû prendre une décision pour essayer de sauver un des deux. Okay, c'est immoral, bien sûr, c'est un dilemme. Et aucune IA n'est prête à gérer un dilemme. Je vous rappelle que les services de défense nationale, en France, aux États-Unis, refusent d'utiliser les IA pour l'instant. En l'occurrence, par exemple, le deep learning. Alors, il y a un article qui est sorti il y a quelques années dans Sciences et Vie en France là-dessus, où il parlait du fait que quand vous prenez un militaire qui tire une balle sur un attaquant ou une victime, si c'est un civil, on peut prendre cette personne, l'emmener au tribunal et la juger quand même. Quand c'est une IA qui a décidé de tirer la gâchette d'une arme automatique, qui est responsable du tir? Est-ce que c'est la force armée qui l'a envoyé? Est-ce que c'est la personne qui l'a développé? On pourrait dire, c'est la personne qui développe. Ouais. Quand on fait du deep learning, et je pense qu'on terminera sur ce sujet-là, quand on fait du deep learning, on a un challenge aujourd'hui, c'est qu'on a laissé l'IA apprendre toute seule. Eh bien, vous avez des programmes de deep learning où les gens qui ont mis en place les IA vous disent, on est incapable de comprendre la logique de l'IA qui est derrière. Parce qu'en fait, c'est un découpage et une analyse que l'être humain n'a pas. Donc, comment vous faites pour prouver, là encore, pour amener une responsabilité? Donc, vous voyez, si les domaines comme l'armement, l'automobile commencent à se poser ces questions-là, c'est peut-être que c'est pas si neutre que ça. Alors, comme on disait tout à l'heure, ça arrive, c'est génial, il y en a de plus en plus, mais il serait peut-être pas mal temps que se posent des questions de pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'en finir pour aujourd'hui sur ce sujet. Mais par contre, on vous promet qu'on va revenir bientôt avec la suite, c'est-à-dire justement les usages des IA, qu'est-ce qu'on peut en faire, la notion de biais qu'on va peut-être exploiter un peu plus, et puis la moralité, l'éthique, quel chemin des IA pour demain, les risques aussi de ces IA sur les emplois, sur la sécurité, etc., qui peuvent aller avec. Je terminerai en rajoutant une référence. Donc, le bouquin dont je vous parlais, c'est Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie, de Marie David et de Cédric Sauvio, aux éditions du Rocher en France, qui est un bouquin génial qui vous parle de l'histoire de l'IA. Et je vous donnerai aussi probablement la prochaine fois des références de gens connus sur le sujet qui ont parlé de l'éthique, justement de la morale et de ces discussions. C'est très important d'avoir ces discussions-là, qu'on soit en accord ou pas avec tout ce qui se passe, puisque justement, ça alimente tout. J'assiste le plus que je peux des conversations comme ça. Il y en avait une d'ailleurs en novembre dernier, organisée par la CNIL à Paris, qui avait été très chouette. Puis justement, ça nous avait donné l'occasion d'aller manger ensemble, puis de se rencontrer en vrai. Mais justement, ces éléments-là de réflexion qui était parti par un panel quand même assez diversifié, très intéressante. Très hâte d'écouter la suite aussi, de participer à la suite, justement, parce que là, je vais être peut-être un peu plus actif dans les éléments qui s'en viennent, justement, de par un certain usage que j'en fais, notamment, et comment je me positionne à travers tout ça. Merci énormément. C'est toujours un élément un peu qui brasse un peu, puis qui est toujours très plaisant d'aborder. Merci à toi. N'hésitez pas à venir nous voir, posez-nous des questions, interagissez, partagez les médias. Rappelez-vous qu'on fait ça gratuitement. La façon de nous aider, c'est de partager et de ramener de la communauté. Et on se retrouve bientôt. Merci à toi.